Bonjour Madame Rouquet. J'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Rise up and see the light. Rise up and see the light. Feeling of being alive. Feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a plus d'un an, les fidèles de nos émissions nous ont suggéré de créer les Jeudis des professions de santé, une émission qui obéit à la logique du circuit de soins dont l'amélioration est une priorité de tous. Alors merci à ces milliers d'infirmiers, pharmaciens, kinés, dentistes qui rejoignent les médecins et qui nous donnent rendez-vous tous les jeudis et qui se battent quotidiennement pour le bien-être de leurs patients. Merci au groupe Vive qui nous soutient dans nos initiatives et nous donne cette opportunité. Nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui au parcours de soins de la fibrillation atriale. Nous sommes en effet associés à la semaine d'action de la fibrillation atriale car elle est devenue un réel problème de santé publique. Et on a du mal à estimer le nombre de gens qui en souffrent, d'autant que le diagnostic est souvent tardif, voire ignoré, avant les complications. Une dernière estimation, environ 750 000 personnes dans notre pays, ce qui entraîne un coût de soins que l'on peut estimer à environ 2,5 milliards d'euros par an. Alors on arrête là les chiffres, mais pas le problème de santé publique qui est réel. Heureusement, la fibrillation atriale dépistée se soigne et le parcours de soins est essentiel car c'est une histoire au long cours. Nous avons basé notre émission sur une enquête réalisée par Ipsos auprès de 186 patients, 101 pharmaciens, 151 médecins généralistes et 60 cardiologues. Une enquête très complète, il faut le souligner. Nous allons commenter cette étude avec le professeur Montalesco, chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Monsieur Trouble du rythme en France, je sais qu'il n'aimera pas ce vocable. Bonjour Gilles. Bonjour. Et pourtant, c'est vrai. À ses côtés, un des acteurs de la vraie vie de ce parcours de soins, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est fondamental, un pharmacien de Dijon, Pierre-Olivier Variot. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes membre de l'USPO, qui est l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, notre partenaire. Alors Gilles, on a dans cette étude presque 2 fois plus d'hommes que de femmes. C'est le reflet de la vraie vie? Absolument. Il y a une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes, même quand c'est ajusté pour un autre facteur important qui est l'âge. Et il y a bien évidemment d'autres facteurs qui, dans les données épidémiologiques, sont importants. Et en particulier, on sait qu'il y a plus de fibrillation auriculaire chez les caucasiens que chez les non-caucasiens, par exemple. Et hommes-femmes, on sait pourquoi il y a cette différence? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a probablement une surreprésentation des facteurs de risque de la fibrillation auriculaire chez les hommes par rapport aux femmes. Il y a une surreprésentation de la cardiopathie ischémique, qui est une grande cause de fibrillation auriculaire chez l'homme par rapport à la femme. Et puis, il y a possiblement des traits génétiques. On sait que la génétique joue un rôle dans la fibrillation auriculaire. Et donc, il y a possiblement des traits génétiques différents entre l'homme et la femme qui favorisent ce déséquilibre. Alors, on note dans cette étude qu'il s'agit de patients polypathologiques, 71% qui sont traités depuis plus de 6 mois pour un ou plusieurs problèmes de santé. Ça aussi, c'est classique? La fibrillation auriculaire est un marqueur de risque en général. Alors, soit les risques sont connus et les maladies sont connues, et c'est un peu ce qui est dit là, soit ils ne sont pas connus, et c'est le premier événement qui laisse penser que le patient ou la patiente peut avoir derrière sa fibrillation auriculaire, parfois peu symptomatique, une vraie pathologie à prendre en charge qui n'est pas diagnostiquée. Alors, vous avez tellement raison que 18% des gens de cette étude ont, avant qu'on diagnostique leur trouble du rythme, subi un AVC. C'est un taux normal? C'est vraiment la complication qu'on redoute pour la fibrillation auriculaire. Le risque d'AVC sur une fibrillation auriculaire est parfaitement calculable. 18%, ça me paraît quand même élevé parce que, je vous donne, avec le score CHA2DS2-VASc qu'on utilise tous les jours, si on a CHA2DS2-VASc à 2, par exemple, on a plus de 65 ans et on est hypertendu, ça fait 2 points. Avec ce risque-là, on a 2% de risque annuel d'AVC si on n'est pas traité. Si le score monte à 6, et on rajoute à ce moment-là un certain nombre de comorbidités, y compris, par exemple, le diabète ou l'insuffisance cardiaque, et on monte à 6, le risque passe annuel, le risque est à 10%.
Donc on n'est quand même pas aux 18% annoncés ici. Hein. Donc voilà, il y a peut-être un biais de sélection sur le petit effectif qu'on a là. Ça signifie que 71% qui ont des comorbidités, ça signifie que 29% sont des gens sans histoire théorique. Pierre-Olivier, les pharmaciens sont conscients que c'est une maladie sans symptômes, et est-ce que les patients en parlent de ces troubles du rythme ? Oui, alors les pharmaciens sont conscients, c'est une maladie qui est fourbe, mais je pense qu'on a besoin d'avoir les signaux d'appel et les signaux qu'il va falloir demander aux patients pour pouvoir orienter cette maladie, orienter chez les professionnels de santé. Les patients, eux, ils nous parlent pas de fibrillation atriale. Alors, fibrillation atriale, ça c'est certain. Fibrillation auriculaire, un peu encore, mais peu. Ils nous parlent beaucoup de « j'ai le cœur qui bat pas normalement, j'ai le cœur qui bat vite ». C'est surtout ça qui les inquiète. C'est je viens, j'ai marché un peu, mais j'ai un cœur qui bat très très vite. Alors, on va prendre le pouls, on va lui dire oui, effectivement, vous tapez à 140, 150, c'est pas normal. Mais eux ne parlent pas de fibrillation. Alors Gilles, on vient d'entendre fibrillation auriculaire, alors que vous dites maintenant fibrillation atriale. Il y a encore beaucoup de médecins qui disent fibrillation auriculaire, ça va s'arrêter. Là maintenant, on reste à fibrillation atriale définitivement, j'espère. Moi, je n'ai pas de problème avec les deux dénominations. La fibrillation atriale, en anglais, c'est atrial fibrillation. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent fibrillation atriale en français, mais fibrillation auriculaire, ce n'est pas une erreur. Alors, dans cette étude, 1 mg sur 5 voit en moyenne 24 patients par mois qui ont cette maladie. Un cardiologue en voit 2 sur 50 patients. C'est donc le médecin généraliste qui est en première ligne. Ça fait beaucoup, non ? Oui, ça fait beaucoup, mais c'est une pathologie extrêmement fréquente. C'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui et qu'on est inquiet par le fait qu'elle est sous-diagnostiquée, sous-dépistée, et qu'on a des moyens quand même relativement faciles pour dépister la fibrillation auriculaire, et qu'on a beaucoup parlé des automesures de pression artérielle pour dépister l'hypertension artérielle dans les familles. On a très peu parlé des prises de pouls pour dépister la fibrillation auriculaire, alors que c'est un geste qui est tout aussi simple, si ce n'est plus simple que le premier. On va voir ça. Les pharmaciens de cette étude déclarent voir 23 patients par mois. Ça signifie, Pierre-Olivier, que les traitements sont plutôt bien suivis, alors ? Le fait de les voir, les patients, ne signifie pas forcément que les traitements sont bien suivis. Si vous en parlez. Mais s'ils nous en parlent, oui, tout à fait. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de vérifier la bonne observance du traitement. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, cette maladie est relativement fourbe et passe parfois inaperçue. Et parfois, les patients nous disent « mais ça ne sert à rien que je prenne mon traitement finalement, puisque je ne suis pas mieux sans qu'avec ». Donc il faut rentrer dans une explication pour leur expliquer leur traitement. Et moi, je pars d'un principe, c'est que quand le patient a compris son traitement, il y adhère. Tant qu'il n'y a pas compris, si on le force à le prendre, il ne comprend pas et il a tendance à l'oublier. Quand il a compris à quoi ça servait et quels étaient les risques qu'il allait éviter en prenant son traitement, il y adhère beaucoup plus facilement. On va voir que l'information est fondamentale. On continue sur le début de l'enquête. 86% des patients ont le sentiment de pouvoir accéder facilement aux solutions médicales dont ils ont besoin. Gilles, ça prouve que le maillage médical n'est pas si mauvais dans notre pays ? Ça prouve qu'on a un bon système d'accès aux soins et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut toujours faire mieux, on a tous des difficultés à gauche, à droite, mais l'accès aux soins dans ce pays est relativement ouvert. C'est votre sentiment aussi, Pierre-Olivier ? Oui, tout à fait. Alors, on se rend compte que dans les territoires les plus ruraux, l'accès aux soins se fait, la porte d'entrée est par la pharmacie, puisqu'on est présent sur tout le territoire de façon homogène et sans rendez-vous. Après, le médecin généraliste derrière reprend, c'est sûr, la relève, et quand on l'oriente chez lui, il n'y a aucun souci. On se rend compte que dans les territoires ruraux, l'accès aux spécialistes est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ce qu'il y a dans cette étude. Le cardiologue de ville est perçu comme difficile d'accès. C'est donc effectivement votre sentiment de pharmacien. Oui, tout à fait. Alors là, on parle fibrillation auriculaire, mais on peut parler pour plein d'autres pathologies. L'accès aux spécialistes est de moins en moins aisé. L'EMG et le cardiologue sont cités comme étant le professionnel de santé le plus consulté. Ça, c'est normal, Gilles ? Je pense que c'est normal. Le médecin généraliste, bien évidemment, hein, c'est le personnage important dans la relation médecin-patient. Et le médecin généraliste en France est peut-être pas aussi central que dans d'autres pays anglo-saxons. C'est un peu dommage.
on devrait renforcer ce rôle, il devrait vraiment être le coordinateur de soins. Ça tient aussi au fait que l'accès aux spécialistes n'est pas filtré dans notre pays et qu'il est relativement quand même facile et accessible, même si on pourrait imaginer, comme le dit l'enquête, que l'accès aux cardiologues ou aux d'autres spécialistes soit plus simple, mais globalement il se fait. Voilà, moi je trouve que globalement les patients ont les consultations, parfois avec un peu d'attente, mais ont les consultations qu'ils souhaitent avoir. Oui, les délais d'attente des patients dans cette étude sont comparables à ceux déclarés en population générale. Pierre-Olivier, vos clients se plaignent des délais ? Ils se plaignent. De toute façon, les patients se plaignent souvent, donc ils vont se plaindre tout le temps. Mais oui, ils se plaignent, mais ils sont raisonnables, ces délais. Mais de toute façon, c'est toujours trop tard. Quand on sait qu'on doit aller voir un spécialiste parce que le médecin généraliste a diagnostiqué quelque chose et a besoin de l'appui du spécialiste, même si c'est 15 jours après, pour eux, c'est toujours trop tard. Mais il faut quand même raison garder. On a quand même accès à un service de soins de qualité en France. Donc oui, ils râlent, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Dans l'enquête, Gilles, 60% des patients n'avaient jamais entendu parler de fibrillation auriculaire ou atriale avant d'être diagnostiqués. Est-ce que ça prouve qu'il faut quand même faire un gros effort d'information ? Eh bien, oui, la réponse est dans la question et c'est pour ça qu'on fait une semaine sur la fibrillation atriale parce qu'on a besoin de diffuser cette information et que c'est pas juste... pour parler de la fibrillation atriale, parce que derrière la fibrillation atriale, il y a des pathologies qui se déclenchent, qui sont des pathologies graves, que ce soit l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral, et que donc ça, c'est des pathologies qui entraînent des hospitalisations souvent longues et qui ont un impact direct sur la mortalité de ces patients-là. Donc, c'est vraiment important de dépister la fibrillation atriale et de la prendre en charge correctement. Lors du diagnostic, les professionnels de santé semblent davantage décrire la pathologie que la nommer. Ils disent vous avez un trouble du rythme cardiaque, vous avez un cœur qui bat de manière irrégulière, vous souffrez d'arythmie. Ce sont des termes que vous employez vous aussi, Gilles ? Oui, alors on essaye de vulgariser pour que le patient fixe cette nouvelle maladie qu'il ne connaît pas. On parle souvent d'arythmie. Ça, les patients comprennent qu'entre un rythme régulier et un rythme irrégulier, il y a une différence et que la pathologie, c'est l'arythmie, que le cœur peut s'accélérer, donc c'est la tachycardie, et que ça, c'est souvent les symptômes ressentis. La tachycardie est souvent plus ressentie que l'arythmie. Et donc les traitements vont prendre en charge les deux. C'est le contrôle du rythme et le contrôle de la fréquence. Et donc ça va être la charge du cardiologue de mettre en place ce qu'il faut pour contrôler ce qui cause surtout les symptômes, qui est la tachycardie, et ce qui cause surtout le risque, qui est l'arythmie. Alors, il y a 16% des médecins généralistes qui, quand même, disent comme explication « vous êtes fatigué du cœur ». Bon, ça manque un peu de précision, quand même, hein. Ça dépend jusqu'où on veut faire la vulgarisation de la médecine et à qui on s'adresse. Mais voilà, il y a quelques mots-clés comme arythmie et tachyarrhythmie ou tachycardie qu'on peut employer quand même. Ouais, le rythme du cœur est quelque chose, qu'une notion que tout le monde connaît. Pour les patients, donc, ils disent que l'amélioration au niveau des connaissances passe avant tout par des messages de prévention communiqués par les médecins traitants en consultation, mais le pharmacien a un rôle pour débrouiller un peu tout ce que dit le médecin. Pierre-Olivier, ça doit vous plaire, ça. Oui, si vous voulez, on se rend bien compte que on est le dernier rempart. On délivre l'ordonnance et après le patient repart avec son traitement, repart avec ce qu'il a comme connaissance. Et souvent, on a besoin de lui réexpliquer les choses, non pas parce que ça a mal été fait avant, mais parce qu'il faut qu'il l'entende plusieurs fois, peut-être avec des mots différents, pour comprendre les choses et pouvoir se l'approprier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le traitement comme la maladie, s'il se l'approprie, s'il comprend les choses, il va être bien meilleur et bien plus proactif dans la gestion de tout ce qu'il a à faire. Et on a besoin de remettre d'autres mots, alors par un autre professionnel de santé, qui vont être différents et qui vont pouvoir lui permettre de comprendre sa pathologie. Et je pense que le couple qui arrive médecin-pharmacien est fondamental.
Alors, il faut noter, vous l'avez souligné tout à l'heure, Gilles, qu'il y a en ce moment une campagne d'information nationale. Les patients, en règle générale, disent que c'est un excellent moyen d'information, efficace. On doit noter que les pharmaciens, plusieurs milliers, je crois qu'on est près de 4000 pharmaciens ont téléchargé le kit d'information, sur le site de Pourquoi Docteur, ce qui pour nous est extrêmement important. Et c'est important pour une organisation syndicale comme la vôtre de s'y être associé, Pierre-Olivier ? Ah oui, complètement, c'est fondamental. Gilles, quand on a fait cette campagne, on ne pensait pas qu'autant de pharmaciens allaient télécharger, donc c'est un énorme succès. Je crois que ça va dans le sens de tout ce que vous dites. Oui, parce que c'est vraiment le maillage sur le territoire du dépistage de la fibrillation atriale qui peut être mis en place relativement simplement avec les professionnels de santé non médecins. Les pharmaciens bien sûr, mais par exemple les infirmières à domicile, elles ont une capacité à faire ce dépistage qui est parfaite. Il suffit de prendre le pouls suffisamment longtemps, au moins 30 secondes pour faire le diagnostic, et elles ont les mots pour expliquer les choses aux patients. Et on sait, il y a eu des études, le patient comprend mieux le vocabulaire d'une infirmière que le vocabulaire du médecin. Donc là encore, c'est un autre professionnel de santé qui peut faire l'intermédiaire dans le décryptage de la pathologie dépistée. Pierre-Olivier, les pharmaciens, surtout en ce moment où avec un début de polémique sur qui va vacciner, ont besoin d'être valorisés par des actions comme ça de médecine ? On ne cherche pas une valorisation, voilà, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'accompagner le patient, de replacer le patient au cœur de nos problématiques, au cœur d'un parcours de soins, de son parcours de soins, et de le faire avec une équipe qui est médecin, pharmacien, infirmier, en priorité ces trois-là. Après kiné, les autres professionnels de santé arrivent. Mais c'est pas une valorisation qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que le patient soit replacé dans son parcours et qu'il se l'approprie et que ça aille bien. Alors Gilles, vous êtes au bout de la chaîne, bout du circuit hospitalier. C'est important que les professions de santé soient sensibilisées à certains risques de cette maladie, des risques qu'ils courent, parce que la prise en charge doit être le plus rapide possible, par exemple dans l'AVC. Oui, alors malheureusement, il est vrai que trop souvent la fibrillation atriale est diagnostiquée pour la première fois au cours d'un accident ischémique cérébral, qui est un accident embolique, et que donc ça, on a tout perdu quand c'est le cas. C'est que le job a été mal fait et qu'on arrive malheureusement un peu tard. L'autre chose, c'est que il faudrait que ça aille même au-delà des infirmières, des pharmaciens, des professionnels de santé, et que la population acquiert cette notion de dépistage de l'arythmie comme elle est en train d'acquérir la même chose pour la pression artérielle, et que lorsqu'on a un appareil de tension à la maison, eh bien, il circule de bras en bras, et que quand on dîne avec les grands-parents, on prend la tension des grands-parents, et bien de la même manière, on devrait faire le dépistage de l'arythmie. Il y a certains qui le font relativement bien, qui vous indiquent si, lors de la prise de tension artérielle, il y a une arythmie. Le temps de mesure est un peu court à mon goût pour être suffisamment fiable, mais une prise de pouls bien faite, au cou comme savent le faire les sportifs par exemple, c'est quelque chose de très possible au moment d'un dîner familial. Je sais que maintenant on dîne à peu de monde, mais ouais, avec les gens qui sont là, on peut faire quand même du dépistage de l'arythmie, moyennant quoi je pense qu'on a plus de chances de mourir d'une complication de la fibrillation auriculaire que d'une complication du Covid, au jour d'aujourd'hui. Alors, on va y venir presque tout de suite sur le dépistage. Je voulais seulement terminer sur cette notion d'information des médecins. 7% des MG, 18% des cardios et 26% des pharmaciens déclarent que c'est juste un symptôme. Or, on est au-delà du symptôme quand même dans le trouble du rythme. On va commencer par vous, Gilles, et puis après on ira chez Pierre-Olivier. La fibrillation auriculaire, c'est un marqueur de risque, en particulier de risque vasculaire. Ça peut être le témoin aussi d'une pathologie valvulaire, cardiaque, qui n'est pas diagnostiquée. Ça peut être bien évidemment le témoin d'une cardiopathie ischémique. Ça peut être le témoin de la cardiopathie hypertensive si l'hypertension n'a pas été diagnostiquée. Et il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont souvent derrière la fibrillation auriculaire, qu'il est bon de connaître. L'hypertension, bien évidemment, le diabète ou les troubles de la glycémie aussi, l'obésité
bien évidemment. La prise d'alcool, on sait qu'elle est tout à fait liée à la fibrillation auriculaire. Il y a des sujets jeunes, de 20 ans, qui, au sorti d'une cuite, se retrouvent en fibrillation auriculaire. La dyslipidémie, le manque d'exercice, tous les facteurs de risque qu'on connaît peuvent induire la fibrillation auriculaire. Donc, c'est un vrai intégrateur de risque qu'il est bon de dépister. Pierre-Olivier, les pharmaciens, comment ils se tiennent au courant ? Alors, ils se tiennent au courant, c'est sûr qu'on a une obligation de formation continue, mais ça c'est une partie de la formation, mais il faut qu'on se tienne au courant par des informations qui vont descendre des autorités de santé et qui vont nous permettre de nous sensibiliser. La maladie, on la connaît, par contre, il faut qu'on y soit sensibilisé, il faut qu'on nous la mette en lumière pour qu'on y pense. Sinon, c'est quelque chose qui peut passer complètement à côté, effectivement. Il faut souligner le faible score dans cette étude, de cette enquête sur les messages de prévention communiqués par les associations de patients. Ça m'a un peu surpris, Gilles. Elles sont pas très actives dans votre domaine ? Alors j'en parle avec plaisir parce que nous on a une association de patients qui s'appelle Parole et Réaction qui est très active, je dois dire, qui communique beaucoup et je trouve elle est très utile et on la contacte nous régulièrement. Mais on vit dans un pays où les associations de patients sont relativement peu développées, peu écoutées ou diffusées et malheureusement je pense que c'est une erreur. Alors il y a probablement à la fois trop d'associations qui sont trop petites et elles manquent souvent de moyens et d'organisation, mais c'est pourtant un outil essentiel pour diffuser des messages de prévention et de détection et ça devrait exister dans toutes les spécialités bien évidemment. On vient au diagnostic. Le dépistage trop tardif, ça concerne quel pourcentage de patients dans cette maladie ? Alors, le dépistage trop tardif, moi je vais vous dire, c'est celui qui est fait au moment de la complication, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension maligne. Je ne peux pas donner un chiffre comme ça, mais ces patients sont hospitalisés avec une de ces maladies et on leur trouve la fibrillation auriculaire et malheureusement on aurait préféré le faire avant. Mais c'est quand même la fibrillation auriculaire, la vie de tous les jours du cardiologue et du généraliste. C'est pas le lupus érythémateux, c'est quand même la vie de tous les jours avec beaucoup de patients concernés. Alors les patients disent a posteriori avoir ressenti un certain nombre conséquent de symptômes, 3 en moyenne, avant d'être diagnostiqués. On dit pourtant que c'est rare, les symptômes. Non, c'est pas rare. Alors plus on est jeune, plus on a de symptômes. Ça, c'est le premier point. Et quand on est âgé et qu'on a un cadre de vie limité, la fibrillation auriculaire, d'abord, elle peut être relativement lente et donc on n'a pas les symptômes de la tachycardie et les patients peuvent être totalement asymptomatiques. Mais d'une manière générale, soit il y a une décompensation et le patient va être essoufflé, soit il y a un petit accident ischémique cérébral, soit il y a une petite gêne thoracique, un inconfort thoracique qui va motiver une consultation, soit il va y avoir ces palpitations qui vont être ressenties et le patient va consulter. Donc oui, il y a un ensemble de symptômes et d'inconfort qui peuvent tirer la sonnette d'alarme. Encore une fois, si on veut simplifier tout ça, si vous avez quelque chose qui ne vous paraît pas normal dans le thorax, il faut consulter. Le thorax, c'est urgent. Alors, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la prise de pouls. Dans cette étude, les professionnels de santé mettent effectivement les infirmiers et les pharmaciens au premier rang de la prise de pouls. Alors, les infirmiers, vous l'avez dit. Gilles, Pierre-Olivier, c'est un geste que moi, qui vais assez peu en pharmacie, mais j'y vais, je vois rarement les pharmaciens prendre le pouls de leurs patients. Donc, il y a les vœux pieux, puis il y a la vraie vie, non ? Oui, alors c'est clair qu'on ne le fait pas systématiquement. Par contre, on va le faire quand il va y avoir une demande de suivi de tension.
ou quand on va installer le patient sur le fauteuil pour prendre la tension, moi personnellement, j'utilise le stéthoscope et le brassard. Alors je suis peut-être vieux jeu, mais comme ça, j'ai une bonne image de ce qui se passe réellement et je prends systématiquement à ce moment-là le pouls. De la même façon, quand on a des patients qui vont vouloir acheter un autotensiomètre, on va leur conseiller, alors c'est ce que disait le professeur tout à l'heure, avec une capacité de détection d'un trouble du rythme. On ne va pas parler de fibrillation, mais d'un trouble du rythme, de façon à ce que ce soit le plus complet possible. La prise de pouls, elle ne se fait pas systématiquement, c'est clair, elle se fait quand il y a une prise de tension ou quand les gens nous disent « je vais pas bien, j'ai l'impression que je suis pas en forme, que je suis essoufflé » ou quelque chose comme ça. Alors Gilles, on est chez le médecin généraliste, on est très loin de l'image d'Épinal du médecin avec sa montre en train de prendre le pouls de ses patients. Apparemment, il y a un nombre non négligeable de médecins généralistes qui ne le prennent pas. Oui, c'est dommage, mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que les professionnels de santé, au sens large, devraient apprendre aux patients à se prendre le pouls. Et parce que le patient à la maison, il a le temps de prendre 1 minute par semaine pour prendre son pouls lui-même. Et si il est très accéléré ou très irrégulier, c'est une sonnette d'alarme pour aller consulter. Et ça, c'est pas très compliqué. L'étape suivante, bien évidemment, la détection, là, ça va être la détection d'une arythmie. L'étape suivante, c'est d'avoir un tracé, parce que la fibrillation atriale, c'est un diagnostic électrique sur l'électrocardiogramme. L'étape suivante, c'est de pouvoir le faire avec un outil simple sur un téléphone portable ou sur une montre connectée. Et là encore, si le petit-fils, il a la montre connectée comme moi, eh bien, il fait tourner la montre dans la famille et il va faire son diagnostic tout seul avec sa montre chez le père, la mère, la grand-mère, l'oncle et les autres. Et donc, cette détection familiale, moi je peux vous dire, je le fais avec ma famille. La montre, elle tourne, le tensiomètre, il tourne, et on trouve des choses. Hein. Je vais vous dire une chose, vous avez montré votre montre, je vous montre la mienne, qui est aussi une montre qui détecte et qui est formidable. Je veux dire que c'est un outil formidable, c'est pas de la pub, c'est simplement une constatation. Vous avez fait le geste, vous, Gilles, de vous toucher les carotides, alors que généralement dans le grand public, on a plutôt tendance de se toucher l'artère du poignet. Oui, alors l'artère du poignet, ça va. Si le pouls radial est bon, ça peut le faire. Mais c'est une petite artère, l'artère radiale, comparée à la carotide ou comparée à la fémorale. Alors vous pouvez vous prendre le pouls fémoral, mais c'est un peu moins élégant. Oui. Le pouls carotidien, c'est quand même très accessible. Hein. Dites-moi, Pierre-Olivier, vous ne vendez pas de montres dans vos officines, vous les conseillez peut-être même pas, alors que c'est quand même un outil formidable? Alors si, je vous arrête, je les conseille, elle transmet sur le smartphone et c'est vraiment très important. Donc si j'utilise ça, je vends aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, des autotensiomètres qui détectent la fibrillation. Et il y en a un de chez eux en particulier qui est très bien. Par contre, ce sont des produits qui sont chers, donc pas accessibles à tout le monde parce que voilà, le porte-monnaie est là et rappelle les choses. Mais il y en a et si, je les conseille. Gilles, ne devrait pas y avoir une prise en charge de la sécurité sociale sur un outil comme ça? Non, on peut pas demander à la Sécu de payer les montres aux patients. Ça me paraît pas raisonnable. Par contre, qu'il y ait des campagnes d'information sur cette prévention-là, elle serait la bienvenue parce que pour l'instant, elle n'existe pas. Hein. Alors, 3 patients sur 4 déclarent avoir débuté le traitement le jour de la première consultation. Curieusement, les MG auraient des délais plus courts, sensiblement plus courts que les cardiologues. C'est curieux, Gilles. Dès qu'on détecte ce trouble du rythme, on met le traitement en route? Ah oui, mais ça, les choses se sont simplifiées. Hein. C'est-à-dire que un traitement anticoagulant qui était quand même quelque chose d'un peu compliqué à mettre en route du temps des antivitamines K, avec toute une phase d'éducation du patient sur les adaptations de posologie en fonction des contrôles biologiques, avec une certaine régularité de ces contrôles, et qui faisait que le patient était pieds et poings liés à son laboratoire de biologie, à son généraliste, pour pouvoir avancer dans le traitement préventif de l'accident vasculaire cérébral. Ce temps-là a vécu. On a maintenant des anticoagulants directs qu'on prend à dose fixe et qui n'ont pas besoin d'ajustement et pas besoin de contrôle biologique. Et ça a changé quand même la vie et la prise en charge. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, dans tous les pays, il y a des registres qui le montrent très bien, qu'on traite beaucoup plus
de fibrillation atriale avec les anticoagulants qu'on ne le faisait auparavant. Donc ça, c'est une victoire. Et donc le généraliste est tout à fait dans son rôle, dans la prescription, à la première consultation, de l'anticoagulant devant un diagnostic de fibrillation atriale. Après, il y a le reste de la prise en charge, et en particulier le ralentissement du rythme, et éventuellement les traitements de cardioversion, voire d'ablation de la fibrillation auriculaire qui doivent être discutés par les cardiologues, mais ça se fait dans un deuxième temps. Donc oui, les généralistes doivent être les premiers prescripteurs en cas de diagnostic de fibrillation atriale. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pierre-Olivier, je vous ai lu opiner du chef. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, et il faut absolument qu'ils se prennent en main cette pathologie et la prescription qui va avec. Mais ils en sont capables, ils le font. Hein. Ils le font sans aucun problème. C'est peut-être parce que ces nouveaux anticoagulants sont plus en piqûre, mais en comprimé. Non, enfin, ils étaient déjà en comprimé avant, mais sauf qu'il y avait besoin d'un dosage régulier toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, suivant ça. Alors que là, aujourd'hui, c'est fait en fonction du poids, on administre et bon, voilà. L'inconvénient de ces nouveaux anticoagulants, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de médicaments pour le contrer éventuellement. Avant, s'il y avait un surdosage, on injectait de la vitamine K, merci, d'antidote. Là, il n'y en a pas, c'est le seul inconvénient, mais autrement, il n'y a que des avantages. Bon, alors là-dessus, le professeur va vous dire que ce n'est pas vraiment un problème, cette histoire de manque d'antidote. C'est ce que vous m'avez toujours expliqué. Alors, oui, c'est intellectuel, je vais dire, parce que c'est vrai que ça rassure tout le monde d'avoir un antidote. D'ailleurs, il y a un de ces anticoagulants qui a un antidote, qui est disponible. On voit très peu utilisé d'ailleurs dans la vie de tous les jours, y compris dans les hôpitaux, sur les urgences, alors qu'il est disponible. Il y en aura peut-être d'autres pour les autres anticoagulants, mais depuis 30 ans, on a appris à vivre sans antidote pour les antithrombotiques. L'aspirine n'a pas d'antidote. Le clopidogrel n'a pas d'antidote et on a comme ça un certain nombre d'antithrombotiques qui n'ont pas d'antidote ou des antidotes partiels. Donc voilà, on arrive à vivre sans. Alors il y a un mini-débat. Si 89% des patients sont satisfaits du parcours de soins, on chute à 78% chez les médecins qui trouvent qu'il y a encore des choses à faire dans ce parcours de soins. Gilles, vous en pensez quoi? Parce que 78% de satisfaction, c'est beaucoup. Oui, je pense que le parcours de soins, d'abord, il n'est pas le même selon les pathologies, mais globalement, on l'a déjà dit, l'accès aux soins se fait facilement. Le patient référé d'un médecin généraliste à un médecin spécialiste, ça se fait quand même assez facilement. Bien évidemment, il y a des goulots d'étranglement. Et les goulots d'étranglement, on les connaît. C'est les services d'urgence lorsque le temps presse, et c'est les lits d'hospitalisation, puisqu'ils ont été énormément réduits et trop réduits, et que les hôpitaux sont étranglés, et qu'en période hivernale comme maintenant, je peux vous dire que nos lits ils sont pleins, et que c'est une bagarre quotidienne pour libérer des lits et prendre des patients qui doivent être hospitalisés. Donc ces contraintes-là, on les a, ces goulots d'étranglement, on les a. La médecine ambulatoire se développe pour libérer un peu le goulot d'étranglement, mais ça ne suffira pas. On voit qu'on a été un peu trop loin, que le pendule devrait revenir à une position un peu plus médiane. Pierre-Olivier, la critique principale qui revient toujours, mais pas que dans la fibrillation atriale, c'est les difficultés de communication entre la ville et l'hôpital. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que nous on a tendance à vouloir développer et faciliter le lien ville-hôpital, c'est important. On a besoin de savoir ce qui s'est passé à l'hôpital pour pouvoir prendre en charge. Alors quand je dis nous, c'est l'ensemble des professionnels de santé, pas que les pharmaciens. Et l'hôpital a besoin du retour pour savoir comment le patient va et comment il gère son traitement et comment il va. Et ça, c'est important qu'il y ait ce lien. Ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place et qu'il faut développer. Aujourd'hui, en milieu de ville, on s'organise en coopération en CPTS, en coopération professionnelle territoriale de santé, en ESP autour du patient, et on replace le patient au cœur du problème. Et c'est important qu'il y ait le lien entre la ville et l'hôpital. Les médecins généralistes et d'ailleurs les pharmaciens disent que le renouvellement du traitement, c'est leur rôle et pas forcément celui du cardiologue, que le cardiologue doit être un peu moins consulté dans cette maladie. Vous en pensez quoi, Gilles? Ça dépend de la question qui est posée. Le cardiologue est au centre d'une spécialité médico-technique importante. Comme vous savez,
chaque cardiologue a une spécialité technique au moins dont qu'il prend en charge, que ce soit de l'échographie, de la rythmologie, du cathétérisme. Donc on a chacun notre spécialité dans la spécialité. Lorsqu'on en vient à discuter des actes techniques, bien évidemment, ça va forcément se faire avec un cardiologue. Voilà. Maintenant, on a besoin de cardiologues généralistes pour faire le boulot de base. Et ils sont bien utiles et on est très content de les avoir autour de nous pour le maillage territorial des patients après le premier symptôme. Oui, enfin les cardiologues généralistes, il y a les médecins généralistes militants vous diront que ce sont des médecins généralistes et pas des cardiologues, que le cardiologue va rester à faire des actes plus compliqués. Oui, mais on ne va pas faire de l'ablation, de la coronographie dans un cabinet de cardiologie en ville encore. Donc voilà, on peut faire une échographie par contre, qui fait partie du bilan de la fibrillation atriale. Le souhait unanime, d'ailleurs dans cette étude, c'est qu'une implication plus forte du MG dans les phases de suivi et d'accompagnement du patient et du pharmacien. Vous allez droit au cœur, Pierre-Olivier. Ah oui, complètement. Ça rentre parfaitement dans ce que nous, on a décidé de mettre en place et dans le virage qu'on a fait prendre à notre profession. On a décidé de replacer le patient au cœur de son parcours en faisant des accompagnements. Donc, ça va être des accompagnements des patients sous anticoagulants oraux, entre autres, dans ce cadre-là, aussi des bilans partagés de médication où on va reprendre le patient, on va lui expliquer son traitement. Ça, c'est ce que l'on fait au comptoir. Mais quand on fait un bilan partagé de médication, on va l'écouter, lui, raconter sa vie avec son traitement. Et ça, c'est complètement fondamental parce qu'il a un ressenti qui n'est pas du tout celui qu'on on a voulu faire passer. Et parfois, il va nous donner des choses, nous dire des choses qu'il n'a pas dit au médecin parce qu'il pensait que ce n'était pas important. Et dans le cadre d'un bilan partagé, il va se livrer, il va nous raconter sa vraie vie. Et là, on va pouvoir avancer et se rendre compte qu'il y a une mauvaise observance ou se rendre compte qu'il n'a pas compris tel ou tel souci de son traitement. Cette émission est passionnante, vous en parlez très très bien, mais on arrive presque à la fin. Je voudrais qu'on termine par des pistes d'amélioration qui sont sorties de cette enquête. Gilles, les professionnels de santé demandent la mise en place de fiches de parcours à destination des médecins généralistes et des pharmaciens et de prise de rendez-vous avec le cardiologue et un partage d'informations plus important. Oui, ça me paraît une bonne idée d'avoir une espèce de protocolisation du parcours de soins. Encore une fois, et je pense que ça a été dit au cours de cette émission, pour les patients, c'est quand même plus simple d'aller voir le pharmacien ou si on a une infirmière qui passe à la maison pour des soins, de lui en parler lorsqu'on a un symptôme inquiétant. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est le premier contact, il se fait par ces professionnels de santé, peut-être plus souvent qu'avec le médecin généraliste. Une fois que ceci est fait, ça permet bien évidemment d'ouvrir le parcours de soins vers le médecin généraliste, puis vers le spécialiste s'il y a besoin, et quel type de spécialiste, est-ce que c'est un spécialiste de ville ou un spécialiste hospitalier, et de boucler la boucle pour qu'on ne rate pas les grands traitements de la fibrillation atriale en l'occurrence. Les patients, mais les médecins aussi insistent sur le fait qu'il faudrait prévoir un entretien avec un professionnel de santé pour expliquer ce parcours de soins. Et la plupart disent que ça pourrait être le rôle du pharmacien. C'est trop vous demander, Pierre-Olivier ? Non, on est en plein dans ce que nous, on a envie de faire et de faire évoluer notre métier. Donc ça, vous êtes en plein dedans. Après, avant de le généraliser à toute une profession sur l'ensemble du territoire, peut-être on pourrait le prévoir dans une expérimentation avec les URPS, par exemple, dans certains cas, avec le professeur pour qu'il puisse nous mettre un cadre à une expérimentation qu'on pourrait faire localement et puis après faire remonter et après voir comment on le généralise. Mais je pense que c'est fondamental et ça fait partie du virage que nous souhaitons faire prendre à notre profession, le parcours patient et le patient au centre du parcours. Vous êtes tous les deux la vérification que le professeur et le pharmacien, ça fonctionne très bien quand on a des gens comme vous pour en parler. Avant de vous demander à chacun une conclusion, et on commencera par vous, Pierre-Olivier, Gilles, j'étais très surpris de voir que la télémédecine n'était pas encore au rendez-vous, puisque simplement un tiers des médecins la recommandent, la téléconsultation. Oui, alors...
Oui, alors la télémédecine. Alors la cardiologie est probablement un mauvais exemple pour ce que vous dites, parce que suit un nombre de patients considérable, soit avec de l'insuffisance cardiaque, soit par exemple avec un pacemaker, à distance. Et donc cette télémédecine, télécardiologie, elle existe déjà chez nous. Maintenant, la téléconsultation, elle a pris un essor rapide avec le Covid. Et elle a rendu service. Nous, on en a vu aussi les limites, parce que faire une consultation au téléphone avec un patient qui a une maladie cardiaque avancée sans pouvoir l'examiner, sans pouvoir prendre la tension, sans pouvoir prendre le pouce, sans pouvoir avoir d'électrocardiogramme, ça a quand même rapidement des limites. Et moi, j'ai quand même demandé souvent à des patients en téléconsultation que la prochaine consultation soit une bonne vraie consultation avec un masque. Oui, parce que c'est difficile de voir s'ils sont pâles ou s'il y a nausée au téléphone, ça c'est sûr. Là, maintenant, on va vous demander de conclure. Je commence avec vous, Pierre-Olivier. Bon, je suppose que ce genre d'initiative vous va droit au cœur, de voir que c'est des actions conjointes. Vous avez un mot à dire à tous ceux qui nous écoutent ? Non, moi, deux mots à dire. Le premier, c'est oui, effectivement, il faut qu'on soit sensibilisé, il faut qu'on mette cette maladie en lumière. Et ça, on a besoin de vous pour nous donner le fil conducteur pour le faire. Ça, c'est fondamental. Pour ce qui est de la téléconsultation, on peut mettre en place une téléconsultation avec un professionnel de santé. Les avenants, maintenant, ont été signés, que ce soit pharmacien ou infirmier. Et pour vous permettre d'avoir à vous, médecin, cardiologue, une vraie téléconsultation avec un enregistrement cardiaque, avec les bruits du cœur, avec... Alors, l'ECG n'est pas aujourd'hui considéré comme étant un matériel obligatoire pour faire une téléconsultation, mais voilà, appuyez-vous sur les professionnels de santé de terrain pour la faire. Ce sera mieux qu'avec un iPhone, je pense, et en tout cas, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Concernant la fibrillation atriale, il faut qu'on la mette en lumière. C'est quelque chose qui est facile à détecter, qui ne va pas nous demander un gros investissement en temps et en argent. Donc il faut qu'on le fasse pour qu'on développe ce dépistage-là. Gilles, je vous donne juste le temps de vérifier que je ne suis pas en fibrillation atriale avec ma montre. Le temps de la conclusion pour vous. Eh bien, il faut parler de fibrillation atriale. Il faut que les gens sachent qu'elle est dépistable et que ça se fait avec la prise de pouls, que ça se fait avec la montre comme vous êtes en train de le faire ou avec le smartphone, et qu'il y a un certain nombre de gens qui sont à risque, plus à risque de l'avoir. Mais la fibrillation atriale existe chez les sujets jeunes et que donc tout le monde devrait prendre son pouls régulièrement. Pas une fois par an, mais régulièrement. Si on est à risque, probablement une fois par semaine. Ben écoutez, au moins ce n'est pas la fibrillation atriale qui m'empêchera de faire une émission avec bonheur avec vous dans les semaines qui suivent. Merci de votre implication sur cette semaine, Gilles, c'était important de le souligner. Cette émission est terminée, donc merci à vous deux. Merci à vous qui nous écoutez. Je vous conseille, pour avoir des informations complémentaires, d'aller sur le site de pourquoidocteur.fr qui consacre un espace à cette pathologie et à cette semaine. Merci à la Société Vive qui soutient notre effort d'information, formation. Merci à tous ceux qui nous regardent. Ces JPS sont devenus un rendez-vous incontournable pour le dialogue entre tous ceux, et je m'y ajoute, qui pensent que le bien-être des humains passe beaucoup par notre entente. En attendant le prochain rendez-vous qui aura lieu après les réveillons, moins festif que l'année dernière, je présume, mais pour lesquels on aimerait toutefois vous souhaiter des fêtes chaleureuses. Et on se retrouve l'année prochaine. En attendant, portez-vous bien.